Donc, nous sommes en conversation aujourd'hui avec Marie-Josée Gicali, survivante du génocide rwandais, et Alain Labonté, qui sont invités et animateurs des balados On meurt d'en parler, respectivement. Donc, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien aussi. Merci d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui pour Radio-Canada International. Donc, je commencerai par Alain. Alain et moi, on se connaît pour toutes sortes de raisons. On J'étais travaille jeune. ensemble. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc, Alain, pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi faire un balado sur la mort. Je trouve Tout à ça très fait. intéressant. Je pense que parfois, on a l'impression que la mort, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, Oui, dont il ne faut pas parler. Donc, c'est raconte-nous. tabou qui fait peur, hein, tout ça. Donc, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a 3 ans, Poussa Divani et son équipe ont mis sur pied l'événement, le Salon de la mort à Montréal. Et ça a été un franc succès parce que effectivement, il n'existe pas de lieu où on peut échanger, discuter par rapport à la mort. Et c'est très, très vaste le champ de possibilités. Parce qu'on peut parler du deuil animalier, du deuil jeunesse, comment faire un testament. Bref, les thèmes sont pratiquement infinis. Et à cause de la pandémie, tel qu'on le sait, physiquement, on ne pouvait pas faire d'événements. Donc, Poussadi et son équipe ont imaginé justement faire un balado pour maintenir cette discussion-là avec le public qui les suit sur les réseaux sociaux un peu partout. Et on m'a demandé si j'accepterais de co-animer ce balado-là parce que ce thème-là, moi, la mort, je peux dire qu'il m'a accompagné depuis ma tendre enfance, en ce sens que j'ai perdu malheureusement beaucoup de gens alentour de moi. Et personnellement, j'ai accompagné 7 personnes en phase terminale. Donc, je sais ce qu'il en est de pouvoir tenir la main de quelqu'un qui va nous quitter. Donc, ça m'a vraiment séduit, cette proposition-là. Et à partir de là, on s'est fait un canevas d'entretien qu'on souhaitait faire. Et parmi ces entretiens-là, on a trouvé la perle rare, Marie-Josée Cicali, qui, pour moi, c'était important de pouvoir parler à quelqu'un qui avait survécu à un génocide. Parce que je trouve qu'à l'intérieur du génocide, il y a beaucoup de thèmes à exploiter, que ce soit de vivre au quotidien avec la mort, mais de vivre avec la peur de mourir et aussi à un moment de rêver de mourir aussi. Donc, je ne sais pas si Marie-Josée va être d'accord avec moi, mais il y a comme diverses façons de le voir qui font en sorte que c'est très riche comme discussion. Voilà. Ah, c'est très intéressant parce que, comme tu dis, en plus, la pandémie nous a apporté une autre dimension de la Ouais. mort. Tu parlais tout à l'heure de tenir la main de Ouais. quelqu'un lors de la mort. Donc, la pandémie, ça change complètement la donne. Donc, si on passe à l'expérience, justement, à cet invité, parce que tout à l'heure, on pourra revenir aux invités que vous avez Oui. choisis, Alain, pour ce balado-là, mais j'aimerais aller donc au cas particulier de Marie-Josée Oui. Gicali, de cette perle dont tu nous parlais tout à l'heure. Marie-Josée, vous êtes née, pardon, au Rwanda. Et vous vivez ici au Québec depuis 1998, comme moi, la même année que moi. Je suis arrivée à Montréal la même année. Ah oui, Donc, OK. oui, vous êtes, comme on disait, une survivante du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Vous avez fait un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, entre autres. Vous êtes très impliquée dans les organismes communautaires et vous êtes aussi vice-présidente de l'Association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donc, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, pourquoi parler de la mort, mais pourquoi parler? Pourquoi c'est important, diriez-vous, Mhm. de parler du génocide du Rwanda encore aujourd'hui, après toutes ces années? En fait, ben, merci de me permettre de parler de ça. Un génocide, on dit que c'est le crime des crimes. Donc, c'est un crime qui décime un grand nombre de gens, puis dans des conditions inimaginables, dans l'extrême souffrance. Euh, et puis,
on se rend compte qu'on pense tout d'un coup que quand un crime comme ça passe, l'humanité a appris. C'est comme après la Première Guerre mondiale, comme après la Shoah, c'était le plus jamais ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça se reproduit encore. Les histoires se répètent. Hein? Ça se répète encore. C'est quand même extraordinaire l'esprit humain qui n'apprend pas de la souffrance. Autant on est accroché à la vie, donc on fait tout pour bien vivre, pour assurer la vie, la bonne condition de nos enfants. Les gouvernements font tout leur possible pour assurer les meilleures conditions de vie aux citoyens. Regardez, aujourd'hui, les gouvernements se démènent pour trouver la solution pour endiguer la pandémie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des crimes comme ça, les crimes de génocide qu'on voit venir? Parce que le génocide, je le dis, puis ça a été prouvé, c'est pas quelque chose de spontané. C'est pas des gens qui sont fâchés contre d'autres personnes. Sinon, ça peut pas se réaliser, ça peut pas avoir lieu. Donc, ça se prépare. Et puis, tout le monde le sait que ça se prépare. Ça commence par le discours, par la discrimination, par les eux autres, nous autres. Quand ce discours s'établit, il faut allumer. Se dire, il faut trouver les moyens d'arrêter ça. Et puis, je le dis souvent, il n'y a pas de petits crimes. C'est comme ce qu'on appelle les petits crimes, les petits discours de discrimination. C'est comme une bombe à retardement. En fait, je voulais vous poser la question justement par rapport à la compréhension qu'on a aujourd'hui de ce qui est arrivé au Rwanda. J'ai l'impression parfois que, en effet, comme vous dites, on oublie rapidement, on oublie le passé, puis on essaie de continuer notre vie et les pays, comme vous dites, sont tellement aux prises avec toutes sortes de choses qui arrivent au jour le jour qu'on a tendance à oublier le passé, puis on a tendance à oublier les moments horribles que l'histoire humaine nous a donnés finalement. Donc, quelle compréhension diriez-vous qu'aujourd'hui ont les Canadiens, les Québécois de ce qui est arrivé au Rwanda à ce moment-là? Moi, je pense que c'est vraiment bien documenté aujourd'hui. Il y a des films qui ont été réalisés, des livres qui ont été écrits, des documentaires qui ont été faits, mais on dirait que c'est loin. C'est loin derrière. Et puis, ça donne, tant qu'on commence à oublier un peu, ça donne une entrée aux personnes qui veulent que ça s'oublie. Alors, les personnes qui veulent que ça s'oublie ont un intérêt là-dedans aussi. Donc, une question, Alain? Oui, pour enchérir sur ce que Marie-Josée dit, l'importance d'en parler pour moi, justement, c'est que si dans la discussion qu'on a eue, Marie-Josée et moi, sur le balado, à un moment donné, je fais référence au 11 septembre, les Tours jumelles, où les gens ici ont été complètement scotchés par la situation. Mais un peu avant, moi, je me souviens du Rwanda, justement. Moi, c'était des coups de machette. Je ne pouvais pas concevoir qu'il y ait des gens à côté d'une autre personne qui se fasse massacrer de la sorte, des femmes qui se fassent violer et parachutées dans un fossé, n'importe quoi. Mais on n'en parlait pas tant que ça. Donc, j'ai l'impression que quand c'est l'autre côté de l'océan, c'est comme si ça nous concernait ni plus ni moins. Mais en fait, la douleur humaine reste la douleur humaine. Et c'est pour ça, je pense que l'importance d'en parler, il ne faut pas oublier que ces choses-là arrivent. Il faut être capable de les voir venir, justement, puis de déraciner toute cette méchanceté-là. Mais malheureusement, l'histoire se répète. On le voit en Chine actuellement, dans d'autres endroits. Mais c'est pour ça que ce thème-là, moi, il est important pour moi qu'on en parle avec Marie-Josée parce qu'on n'en parlera jamais assez. Assez, oui. Mais il faut surtout aussi que les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé. Oui. C'est parce que nos enfants risquent
héritent de ça nécessairement. L'histoire, oui, c'est jamais loin, ils héritent de ça. Mais aussi, c'est un devoir envers les victimes. On leur doit ça. L'humanité n'a pas été là pour les sauver. Alors que pour le cas des Tutsis du Rwanda, c'était vraiment indirect, je le dis. C'était connu. Il y a des expatriés, des Européens, des Américains, Canadiens qui étaient au Rwanda. Donc, c'est pas un passé très lointain, c'est très, très récent. Donc, en parler, c'était un hommage aux victimes. On n'a pas pu les sauver, au moins qu'on sauve leur mémoire. Et qu'on parle d'eux comme il faut, comme des victimes qui ont péri comme ça. Ils n'avaient rien fait, ils n'ont pas mérité ça. Alain, le témoignage de Marie-Josée, évidemment, c'est un des témoignages, j'imagine, un peu... je ne connais pas toutes les autres personnes que vous avez invitées à participer à ce balado-là, mais celui-ci est particulier, mais ça guide un peu les échanges ou le ton que vous voulez donner à ce balado, n'est-ce pas? Bien, tout à fait. En même temps, dans le thème de la mort, comme je disais, il y a beaucoup d'axes possibles. Quand on parle, je ne sais pas moi, l'accompagnement de gens en phase terminale, bon, oui, ça indique que quelqu'un a eu une maladie qui est dans un lieu X et on l'accompagne, tout ça. Tandis que dans le cas de Marie-Josée, moi, j'espère qu'il y aura un grand nombre de gens qui viendront écouter ce balado. C'est que je trouve qu'on peut faire des parallèles avec l'actualité. Dans la discussion qu'on a eue, Marie-Josée et moi, dans le balado avec Poussadi, moi, ça m'a beaucoup touché quand elle parle qu'il y a une centaine de personnes de sa famille qui ont été tuées, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Donc, on en parle souvent ici, hein, des gens qui sont enlevés, les jeunes qui disparaissent, qu'on ne les retrouve pas, la douleur que les parents ont de vivre avec le fait de ne pas savoir où leur enfant peut être 3, 4, 5 ans plus tard. Et des fois, on se dit, on aimerait mieux savoir qu'ils sont morts et qu'ils sont à tel endroit. Au moins, ça vient boucler une boucle. On sait qu'ils ne souffrent plus. Bon, tout ça. Mais quand cette boucle-là ne peut pas être faite, on vit avec ça dans soi et c'est quand même difficile. Et Marie-Josée explique qu'il y a 2 ans, quand son père est décédé, qu'elle est retournée au Rwanda, au moment de mettre son père en terre, elle s'est sentie bien. Donc, ça fait drôle d'entendre ça hors contexte, de dire, mon Dieu, je me sens bien de mettre quelqu'un en terre. En même temps, elle mettait en terre les 100 personnes qu'elle avait perdues. Exactement. Bon, la pandémie, combien de fois les gens disent, c'est difficile, on ne peut pas faire de funérailles, c'est difficile, c'est ça. Mais si les gens savaient à quel point c'est difficile d'avoir vécu une vie comme Marie-Josée a vécu et qu'elle vit encore. Donc, je trouve que c'est un enseignement de pouvoir écouter ces histoires-là. Tu sais, ça nous en fait comprendre davantage sur nous aussi. Exactement, parce que justement, une des choses intéressantes aussi dans ce que je vois de la programmation que vous avez préparée pour ce balado, c'est que ça nous permet de nous ancrer sur le Québec, sur le Canada d'aujourd'hui d'une certaine manière. Donc, Marie-Josée, le travail que vous faites ici, j'imagine que ce type de discussion que vous avez eu avec Alain ou encore aujourd'hui avec nous, c'est vraiment, ça fait partie finalement du processus de guérison, du processus de deuil, et ça fait aussi partie du travail que vous vous êtes donné comme responsabilité d'une certaine manière. Mais tout à fait. En fait, la chose qui m'a aidé le plus, c'est de me sentir responsable de quelqu'un, de quelque chose. La première fois, c'est quand j'ai retrouvé mon père. Excusez-moi, je perds ma boucle d'oreille. Excusez-moi. Comme le proverbe, on trouve un chien, on perd une oreille. Oui. Après le génocide, moi, je savais que j'avais plus personne. J'étais dans un autre univers que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment j'étais. J'appartenais aux morts. Là. Pour moi, j'étais morte.
Mais j'ai appris que mon père, un mois plus tard, on m'a appris que mon père était en vie. Là, je le décris dans le livre, excusez-moi. Puis quand je l'ai retrouvé, je ne l'ai pas reconnu, il était presque mort en fait. Là, mon père, on était grands amis. On s'aimait énormément. J'étais fille unique et puis pour moi, mon père, c'était, en tout cas, puis quand je l'ai vu, j'ai eu la colère. C'est l'énergie là. Moi, je pense que je pouvais soulever une maison là. Pousser une maison, j'étais hors de moi. J'ai pris mon père, j'ai dit, c'est comme ça que tu es devenu. Tu étais enragé que la vie ait pu faire en sorte que ton père en soit comme... devienne comme ça. Et puis, mais c'était comme mélanger, que ça soit lui qui survive à ses enfants. Pour moi, c'était l'injustice la plus totale, mais le trouver dans cet état, ça m'a mis hors de moi. Alors j'ai dit, papa, quand j'étais petite, mon père me tenait par la main. Puis on était seuls au monde, là. On était dans notre bulle. Puis ce moment-là, je l'ai tenu par la main. J'ai dit, papa, suis-moi. On y arrivera. Mais en fait, ça nous ramène au titre du livre que vous avez écrit aussi. On n'oublie jamais rien. Non. Donc, vous gardez tout ça en vous, vous l'amenez, vous avez même été capable d'aller le vivre avec votre père, ce sentiment-là de on n'oubliera jamais rien. Non. Alain, j'aimerais que tu nous parles un peu des autres invités brièvement, en fait, peut-être juste nous dire leur nom, nous expliquer rapidement, et puis ensuite, on va devoir se laisser. Oui, parfait. En fait, le premier balado, je tenais à inviter le journaliste Alain Crevier de Radio-Canada. Parce que je trouve qu'Alain Crevier, avec le travail qu'il a fait pendant des années, dont l'animation Second Regard, je trouvais que c'était un type qui était parfait pour parler que notre regard sur la mort peut évoluer avec le temps. Et dans ce balado-là, on parle de ces rencontres et justement de comment il voit aujourd'hui la mort beaucoup plus paisiblement qu'autrefois. Donc, je pense que c'est une belle entrée en matière. On a parlé à l'artiste Marc Séguin sous le thème « Quand la mort s'invite dans la création ». Parce qu'un jour, un de ses amis lui a demandé d'intégrer les cendres de sa mère dans un tableau. Donc, c'est intéressant aussi comme démarche parce qu'on ne peint pas un tableau de la même façon. Là. On a parlé à Marie-Julie Chimbert qui s'occupe de la Fondation René Verrier ici à Drummondville pour les soins palliatifs et elle est aussi présidente bénévole de l'Association des maisons de soins palliatifs. Il y en a 35 au Québec en tout. On a parlé à Lynn Pillon pour le deuil animalier, José Masson, le deuil jeunesse. D'ailleurs, José, c'est elle qui a animé les funérailles des deux petites Québécoises, les Carpentiers, qui ont été retrouvées mortes dans un boisé l'été dernier. Donc, José est la ressource parfaite pour parler de ça. L'aide médicale à mourir. Bientôt, on va rencontrer un jeune homme de 96 ans qui a survécu à l'Holocauste. Donc, c'est ça. Pour moi, ce sont des rencontres extraordinaires, exceptionnelles, parce que plus on parle de la mort, plus on accorde une plus grande valeur à la vie. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Roméo revient faire son salut aussi. Marie-Josée Gicali, vraiment, j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de nous parler aujourd'hui, de partager ça avec nous. Vous êtes auteur et vice-présidente de l'Association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Vous êtes établie à Montréal, comme on disait, depuis 1998. Et puis, vous êtes auteur de « On n'oublie jamais rien ».
où vous partagez l'histoire justement de votre vie avant, pendant et après le génocide. Donc, merci beaucoup. Et Merci. Alain Labonté, vous êtes auteur, attaché de presse et collaborateur de tous les médias du Québec. Donc, Oui. vous animez avec Foussadi Bani, j'espère la prononcer comme il faut, Foussadi Bani, fondatrice du Salon de la mort, et vous animez avec elle le premier balado québécois pardon, sur la mort, la fin de vie et le deuil, un meurt d'en parler. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée. Au revoir. Au revoir.